Les amis, bonjour, on y est. Vous allez donc découvrir l'interview qui s'est faite avec Giroud, qui s'est réalisée avec lui. Alors, pour ceux qui l'ont suivi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, ça a été extrêmement compliqué. Il y avait un premier rendez-vous qui avait été fixé au stade de la Baie des Champs pour réaliser l'interview. C'était vu avec le club, organisé avec lui. Finalement, il n'était pas venu. Il y a eu un espèce de quiproquo. Enfin bon, bref. Donc on avait refixé un rendez-vous, il n'est pas venu non plus. Bon voilà. Au final, ça s'est fait par téléphone. Alors c'est évidemment pas la vidéo que vous allez découvrir, même si voilà, pour moi le contenu est très intéressant et j'en suis très fier. Et le fait d'avoir fait une interview d'une demi-heure avec Giroud, je trouve ça déjà génial forcément et je suis super heureux de ça. Mais forcément cette vidéo-là, de base, c'était prévu qu'elle ait une forme beaucoup plus sympa pour vous. Et donc voilà, je suis bien conscient que ce que je vous présente aujourd'hui, même si c'est une interview de Giroud, même si voilà, il y a le contenu que certainement beaucoup souhaitent avec de nombreuses anecdotes et de nombreux sujets abordés. Bah voilà, la forme, j'aurais aimé qu'elle soit plus propre. Ça sera évidemment pour les prochaines vidéos, pour les prochaines interviews. Mais là, voilà, on a fait avec les moyens du bord. Ça a été un week-end très riche. C'est aussi ça qui a rendu, enfin très riche en rebondissements. C'est aussi ça qui a rendu le truc encore plus fou. C'est que voilà, j'étais super content d'y aller. En plus, le club m'avait accrédité aussi pour le match contre Toulouse. Finalement, ça s'est pas fait, donc j'étais super déçu. J'étais encore plus heureux parce qu'il m'a rappelé qu'on a recalé un rendez-vous. J'étais encore plus déçu parce que finalement ça s'est pas fait et puis finalement ça s'est fait par téléphone, donc j'étais quand même archi content. Mais encore une fois, voilà, au niveau de la forme, ça aurait pu être mieux, mais voilà, encore une fois, je pense que c'est déjà pas mal d'avoir eu Giroud une demi-heure au téléphone, de pouvoir vous présenter ça. Donc kiffez, j'espère que vous allez apprécier. Ça sera la première vidéo d'interview d'une longue série que je vais nommer, je pense, Retour sur carrière. Et donc voilà, avec plein d'acteurs du foot. Donc j'espère que vous allez apprécier. En tout cas, moi j'ai apprécié voilà, faire cette interview et vous la présenter aujourd'hui. Donc voilà, bonne vidéo à tous. On y va. Bon, bah, du coup, encore une fois, le contexte un petit peu de l'interview, c'est qu'on a interviewé plusieurs joueurs en amont pour vous faire réagir par rapport à ça. Et du coup, ma première question, c'est que voilà, on a interviewé notamment Sabri Lamouchi, Corentin Martins, Pascal Vairua et d'autres. Et la très grande majorité des joueurs interviewés à votre sujet ont utilisé le mot père. Du coup, ma question, c'était savoir, voilà, durant votre carrière, est-ce que c'était vraiment un côté que vous souhaitiez avoir justement et si c'était important pour vous, on va dire, ce côté paternel. Oui, l'amour paternel, c'est le troisième. Le premier, c'est l'amour maternel, le deuxième, c'est l'amour tout court, et le troisième, c'est l'amour paternel. Alors, je dois avoir les trois, moi, sans doute. D'accord. Mais l'amour paternel, puisqu'on parle de ça, c'est certain. Euh, bon, j'ai pourtant commencé à entraîner alors que j'avais l'âge des joueurs, j'avais 21 ans et demi. Mais là, je les ai traités un peu en copains, puisque c'était des garçons à Auxerre qui avaient été minimes avec moi, des juniors. Mais il y avait aussi mon prof de gym qui avait 35 ans. Alors lui, il fallait que je le traite de manière filiale, sans doute. Bon, autrement dit, bonne relation, respect profond et affection pour les gens qui jouent au foot avec moi. D'accord, ok. Et du coup, après, forcément, il y a eu autre chose sur votre réussite à la GIA, sur lesquelles les joueurs ont insisté. Gérard Lantier ou Johan Radé, notamment, nous ont parlé du fait que la force de la GIA à l'époque, c'était vraiment le côté anticipation et le côté avoir un coup d'avance, on va dire, par rapport à la formation. Par exemple, Lantier, qui a connu la GIA d'avant D1, nous disait que leur plus grande fierté, au-delà d'être monté avec vous en D1, c'était peut-être d'avoir servi et inspiré les Boli, Vairua, Kokar ou Cantona. Est-ce que justement c'était vraiment la grande force de la GIA à l'époque d'avoir ce coup d'avance, on va dire? Oui, exactement. Il y avait sûrement l'un des premiers centres de formation de France. Ça s'appelait pas comme ça s'appelait le Patron, puisque nous sommes un club d'origine catholique. En 1905, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Et la GIA, c'est le club qui demeure catholique, qui traverse des âges, qui
traverse les guerres, la guerre de 40, la guerre de 14 avant, la guerre d'Algérie après, avec des soldats à chaque fois, avec des morts à chaque fois. C'est vraiment un club de légende par lui-même, en dehors de sa gloire. Alors pourquoi j'ai dit que le Patro c'était un centre d'entraînement, de formation avant? C'était des chambres des abbés à côté de la cathédrale. D'accord. Et l'abbé qui s'appelait l'abbé Bonnefoy en plus, qui dirigeait ça, faisait coucher les joueurs. Il y a encore eu, avant la construction en 82 de notre vrai centre de formation, Cantona, Charbonnier, nos internationaux, on couchait là, Daniel Roland, mon adjoint, et donc il faisait ça en étant au lycée ou bien en étant chez Guillet dans une usine. D'accord. Et on avait entraînement quand on pouvait, c'est-à-dire entre midi et 2 heures, le soir à 6 heures, de 6 heures à 8 heures, le samedi après-midi, et parfois le dimanche matin des matchs pour mettre au point les balles arrêtées ou des détails comme ça. Et donc, quand on a professionnalisé progressivement, le niveau est monté, et on s'est trouvé, on a construit notre centre donc en 80-81. On s'est trouvé à un moment où il n'y en avait pas beaucoup en France. Le concept de Georges Boulogne, dont j'étais un ami, n'avait pas été très suivi. Premièrement, ça suscitait des frais. Deuxièmement, il fallait en avoir envie, avoir l'esprit éducatif. Et donc, on n'a pas été les premiers. Les premiers, c'était Nantes, Lens et Sochaux. Voilà les trois premiers qui nous devançaient. Autrement, on était sans doute le quatrième. D'accord. Et là, donc, par contre, avec énormément de bénévoles, j'ai cité Jean-Pierre Dubord, par exemple, qui survit en ce moment, des garçons qui travaillaient 50 heures à l'usine, qui prenaient leur voiture la nuit pour être le lendemain matin à un match de jeunes à 10 heures à Marseille. Oui. Comme c'est arrivé pour Cantona. Et donc on a beaucoup plus travaillé que les autres, et à peu près bénévolement, mon salaire à partir de 61 était de 600 francs par mois. C'était 2 tiers du SMIC. Et 10 ans après, en 70, quand on est monté, c'était 850 francs, vous voyez. Oui. Et tous les autres dont je vous ai parlé étaient bénévoles. Et donc bénévoles qui ne comptaient pas leurs heures. Et moi j'étais agent général d'assurance, je l'ai été 37 ans, même en étant entraîneur. Vous voyez, j'avais pris l'habitude d'être l'entraîneur amateur, quoi. Oui, d'accord. Mais on a pris de l'avance sur les autres en courant plus vite pour attraper les joueurs. Voilà. Et en travaillant plus. Moi je travaillais 49 semaines par an, 7 jours sur 7 et 12 heures par jour. Voilà, c'était mon régime. Ok. On va faire la multiplication. Ouais. Alors j'avais 2 semaines de sport d'hiver au moment de Noël et une semaine l'été tous les 2 ans, quand il n'y avait pas de Coupe du Monde ou d'Euro. D'accord. Ensuite, je me suis payé des voyages dans des grands clubs avec l'argent des cigarettes que je ne fumais pas, que je mettais dans une boîte. Et tous les ans, j'allais dans un club, je demandais l'autorisation. Les clubs sont sympas. J'ai par exemple été au Barça de Rinus Michels, au moment où Weisweiler lui a succédé. Je suis allé en Allemagne, je suis allé à Ajax, je suis allé en Italie, à Milan, je suis allé à mes frais. Et donc je suis devenu bien plus instruit en complément des stages français officiels de la Fédération française de football de Georges Boulogne. D'accord, ok.
Et du coup, à côté de ça, l'autre force de la GIA, je pense, c'était de recruter malin. Sabri Lamouchi notamment disait, là où Giroud se démarquait et ce qui en faisait un entraîneur et un manager sans égal en France à l'époque, c'est qu'il savait aller chercher des joueurs non prédestinés au très haut niveau pour en tirer le maximum et les faire exploser. Et moi et Corentin Martins, par exemple, on en est des exemples et c'est ce qu'il faisait. Il faisait ce que faisaient les meilleurs avec moins de moyens. Est-ce que justement c'est pas ce qui a pu vous rendre aussi le plus fier d'aller chercher par exemple un Lamouchi à Alès en D2 et de le voir ensuite jusqu'à l'équipe de France? Oui, alors mon recruteur Jean-Claude Mouchot l'avait repéré dans un match d'Alès. Jean-Claude Mouchot regardait la 2e division à travers la France. Je le cite parce qu'il a décédé de la pandémie cet hiver dernier. Donc je suis allé au Red Star, voir Red Star Alès. Il n'a pas eu beaucoup de ballons, le Real Alès était très dominé. Mais j'ai eu la possibilité de détecter un bon joueur et de pas trop me tromper. Je suis aussi trompé, mais moins que les autres. Et donc le lundi matin, j'avais aussi un dirigeant qui avait un avion, c'est quand même utile, tout le monde n'a pas ça. Le lundi matin, on était à Alès, chez Lamouchi, on a recueilli son accord, puis on a été voir le président d'Alès. Le président d'Alès était en difficulté financière, la GIA était prospère, non pas parce qu'on avait des généreux donateurs, mais parce qu'on gagnait de l'argent en faisant les Coupes d'Europe, en faisant etc., puis parce qu'on était très économe. Et donc Gérard Bourgoin qui faisait les négociations financières alternativement avec M. Hamel et qui pilotait l'avion, c'était un industriel, a négocié avec le président d'Alès. Il lui a payé son échéance financière du mois et puis un peu d'argent et puis on a eu l'autorisation d'avoir Sabri Lamouchi. Moi j'étais sûr qu'il jouait, il pouvait jouer lié, mais 8, 6. Et donc il est monté, et il a été dans les malheureux, vous savez quand... Oui, en 98. Voilà, c'était un scandale, mais enfin, une très grande maladresse de la fédération. Enfin, il était quand même dans le groupe de l'équipe de France. Il a joué après ou avant en équipe de France. Oui. D'accord. Et justement, sur cette période-là, Corentin Martins, Sabri Lamouchi ou Alain Goma... Oui, alors Corentin Martins, c'est une autre histoire. C'est Brest qui fait faillite. Oui. Donc, ils sont en faillite et c'est 4 ou 5 supporters avec leur Mercedes qui leur font traverser la France pour aller jouer l'un des derniers matchs à Cuise-au-Loing. D'accord. Donc moi je fonce à Cuise-au-Loing. Il y a une équipe à Brest formidable. Hein. Il y a Lama, il y a l'autre vedette qui a joué en Angleterre. Il y a Corentin Martins que j'ai repéré. Donc je le persuade de nous recevoir. Donc on y va avec Gérard Bourgoin je crois le lendemain. Oui. À Brest, mais en avion ça va mieux qu'en vélo. Et on se met d'accord. Et on fait ce qui pour un club économe paraît une folie. Le lundi, il y a le liquidateur qui vient. Et donc Corentin Martins va coûter 0. D'accord. Donc normalement, tout être normalement constitué attend le lundi soir pour le faire signer. Sauf que le lundi soir, c'est plus nous qui venons le voir. C'est Paris Saint-Germain, c'est Monaco, et donc on le fait signer tout de suite en se mettant d'accord avec le liquidateur, je crois, pour 1 million de francs. D'accord. Autrement dit, on a dépensé 1 million de francs pour acheter un joueur qui valait rien le lendemain matin. Ouais. Mais on l'a eu, sans ça on l'aurait jamais eu. Ouais, ok. Et il a joué chez nous, je sais pas combien d'années, il était capitaine, avec un palmarès, des Coupes de France et le titre. Et après, il a été transféré à la Couronne, où il était brillant. Vous voyez, si vous me citez un autre exemple en France de quelqu'un qui a payé
qui a payé 1 million pour un joueur qui était libre le lendemain matin, pourquoi je dirais. Ouais. Et ça s'appelle de la bonne gestion. Ok. Et justement, enfin, ces joueurs-là, ils ont par rapport au fait que vous parliez du palmarès, ils ont souvent cité la Coupe de France 1994 comme meilleur souvenir de leur passage à la JA avant même le doublé de 96 par rapport à l'attente. Vous êtes tombé sur la bonne génération Ouais. qui a fait tout ça. Il y avait une grande qualité de jeu dans mon équipe à ce moment-là. C'est l'année où 93, on a battu Montpellier, je crois. Oui. Et ça jouait très très bien. Et justement, c'est plus cette première Coupe de France, c'est plus un meilleur souvenir, on va dire, que même le doublé, par rapport au fait que c'était le premier titre. Oh non, mais tout était un bon souvenir. Moi, mon meilleur souvenir, c'est la montée de DH en CFA. Alors, oui, ok. Et donc après on a Alain Goma qui nous a parlé un petit peu des mises au vert en Coupe d'Europe en disant que voilà, c'était ses moments préférés avec lui parce que vous réussissiez on va dire à convaincre le groupe que vous pouviez battre les meilleurs et que mentalement c'était assez incroyable ce que vous faisiez passer comme message. Est-ce que les mises au vert justement ça avait même par rapport aux résultats Bien sûr, j'ai pas été l'inventeur. Les Italiens en faisaient beaucoup, des grandes mises au vert à Milanello et compagnie. Et moi j'ai voyagé, j'ai vu. Et les Espagnols, le Barça, ils allaient jouer en Coupe du Roi. Je crois que c'était 3 ou 4 jours à l'hôtel avant. Oui. Et moi c'était dans la montagne, c'était dans un folklore un peu mystérieux. Avec des grands sapins, il y avait un monastère à 2 kilomètres, vous voyez. Et donc, je me suis servi de cet outil-là, j'étais le seul à y croire. Et puis, j'étais le seul à m'enfermer. Déjà, 100 matchs de Coupe d'Europe. Nous, par hasard, c'est 100. Ça veut dire 300 jours de mise au vert. Okay. Mais 894 matchs de championnat. Ça veut dire 894 mises au vert. Alors voilà déjà à 1200. Et donc j'ai passé 3 ou 4 années complètes à l'hôtel en mise au vert. Quel est l'entraîneur qui fait ça? D'accord. Et après il y a aussi le côté forcément on va dire cadrage entre guillemets de vos joueurs. C'est Pascal Weyrua qui insistait là-dessus en disant que ce côté cadrage et surveillance c'était avant tout pour éviter qu'ils prennent le mauvais chemin et finalement ça permettait d'en tirer le meilleur. Voilà, que les péages, les discothèques c'était pas des légendes, vous saviez tout, mais grâce à ça finalement ils avaient réalisé de grandes choses. Est-ce que justement avec ce cadrage vous avez permis à certains d'avoir une carrière plus importante qu'ils auraient eu sans ce côté voilà. Je sais pas, ils ont peut-être été sérieux spontanément, mais enfin en faisant planer un certain danger sur leur sortie, ils en ont fait moins. Je ne dis pas qu'ils en ont pas fait, mais ils en ont fait moins. Ma devise, elle serait encore bonne pour tout le monde. Si Paris Saint-Germain l'avait, il serait en finale de Coupe d'Europe. Enfin là, il serait en quart de finale. Entraînement plus repos égale forme. Alors ils ont fait la moitié de ça. Ils ont fait l'entraînement et pas le repos. D'accord. Ok. Et du coup, beaucoup nous parlaient forcément de l'anecdote avec la mobilette de Basile Boli à l'époque. Est-ce que justement vous pourriez nous raconter voilà la façon dont ça s'est passé? C'est un incident de route. Il avait 16 ans, 17 ans, il commençait à jouer en pro. Et donc il avait sieste obligatoire au centre de formation. Okay. Et moi, à 13h, je vais au stade et il y a une mobilette qui me refuse la priorité à droite. C'était Basile Boli, sans casque, avec une mobilette qui n'était pas à lui. Alors je lui dis rentre, donne-moi la clé de l'antivol. Non, donne-moi la clé de l'antivol, il me la donne et il va se coucher. Et j'ai attaché l'antivol après un poteau. Et puis à 4h, il y a Antenne 2 qui est venue tourner un film sur cette révélation d'un grand espoir. J'ai dit, ne me parlez pas de lui, tiens, il y a sa mobilette là. Et il avait le sando pour le verrou, quoi. Alors c'était dans le film. Et donc
donc c'est devenu une légende. C'est surtout devenu, c'était l'émission du dimanche soir, elle passait en direct en Afrique francophone, ce qui fait qu'ils ont tous vu la mobilette d'un petit Africain bouclé. J'ai reçu, je sais pas combien de lettres, des centaines de lettres, de quoi faire une collection de timbres, de toute l'Afrique, libérer la mobilette de Basile. Voilà. D'accord. Et du coup, vous l'avez libérée, cette mobilette? Ben, elle n'était pas à lui. Mmh. Alors j'ai cherché le propriétaire, puis bon, je sais pas ce que c'est devenu. D'accord, ok. Et alors après, il y a Pascal Vayrua, voilà, qui nous a dit le fait d'avoir été si heureux dans ma vie, c'est à la JA et surtout à Giroud que je le dois. Jamais je ne pourrai l'oublier. Cet homme est incrusté dans mon cœur pour toujours. Il a changé ma vie. Est-ce que vous réalisez aussi que voilà, par le fait d'avoir eu ce parcours-là, certainement que vous avez changé le destin de certains, au-delà des joueurs, des hommes, d'avoir changé le destin d'hommes? Oui, mais grâce à eux, j'ai changé le mien. Oui. De destin. Je suis devenu, moi qui étais un joueur de CFA à Limoges dans l'équipe B, moi j'étais en première division quand même, et puis qui était joueur de DH à Auxerre avant, je suis devenu un entraîneur connu, pas dans le monde aussi, dans le monde entier, parce que en tout cas en Europe, puisqu'on a joué 100 matchs, je suis allé plusieurs fois en Allemagne, en Angleterre, en Hollande, en Espagne, en Portugal, en Italie, et donc je suis connu des gens du football par tout le monde. Et Monsieur Zhou, le propriétaire de la GA maintenant, chinois, a dit en Chine on connaît deux Français. Le général de Gaulle, parce qu'il a permis à la Chine d'entrer à l'ONU, et Giroud. Et c'est pour ça qu'il a acheté la GIA. Ok. D'accord. Et il y a une autre personne aussi qui a parlé de vous, voilà, sur la manière dont vous l'avez beaucoup touché, c'est Eric Assati, parce que des interviews de vous, il y en a forcément par dizaines, et la seule fois finalement où on vous a vu peut-être très très ému, c'est en évoquant Eric Assati, ce jeune réunionnais que vous avez fait débuter à Auxerre, et du coup il avait envoyé voilà une petite vidéo pour vous où il disait qu'il avait été extrêmement touché par cette interview qu'il avait vue et vos lignes dans votre livre. Bonjour coach, c'est Assat, j'espère que vous allez bien. Ce que je voulais vous dire, c'est vous remercier déjà concernant tout ce que vous avez fait durant toute ma carrière. Vous avez toujours été présent pour moi. Merci aussi pour le petit anecdote que vous avez fait dernièrement concernant mes parents. Ça m'a vraiment touché, je me suis encore très ému d'en parler. Donc j'espère un jour vous revoir, parce que à La Réunion ou à Auxerre. En tout cas, je vous souhaite bonne santé et en espérant se revoir très prochainement. Merci coach. Est-ce que voilà, ça c'est quelque chose qui finalement dépassait le foot, cette histoire avec Eric Assati? C'est sûr qu'il y a un côté affectif très fort, mais ça c'est en moi. C'est les gens qui savent aimer les autres, il y en a beaucoup sur Terre, heureusement. Ok. Et donc oui, ça, avec lui, c'était particulier de voir ses parents, par exemple, émus devant... Voilà, j'ai décrit ce qui s'était passé. C'est dans mon livre, le dernier. Si vous ne l'avez pas dit, c'est très simple. Je suis sorti sur le terrain un jour capital de Coupe d'Europe, où il faisait ses débuts à domicile, et le stade était vide, et j'ai vu ses parents au milieu de la tribune. Ça m'a ému, bien sûr, aux larmes, la fierté qu'il devait avoir à ce moment-là. D'accord. Ok. Et il y a eu, voilà, enfin, de cette époque-là, il y a aussi une relation particulière avec beaucoup de joueurs, mais celle qui ressort le plus souvent, c'est forcément celle avec Djibril Cissé et l'importance que vous avez eue pendant sa carrière. Comment ça se matérialisait finalement le fait que c'était si fort que ça avec lui, peut-être plus qu'avec d'autres? Non, je les ai tous aimés. Faut pas me dire que j'ai
aimé plus celui-là. Oui. C'est les observateurs qui ont fait le classement. Moi, j'ai aimé tous mes joueurs. Et même le plus antipathique, j'ai eu une fois dans ma carrière, au milieu des 42 années, un stopper extrêmement antipathique. Mais antipathique avec tout le monde, mais aussi avec les avancantes adverses. Jamais les avancantes adverses ne marquaient de but, presque. Donc je l'ai fait jouer pendant 4 ou 5 ans dans l'équipe. J'ai jamais fait de différence entre les uns et les autres. Bon, maintenant vous me dites que j'ai une grosse affection pour Djibril Cissé. C'est vrai, parce qu'on l'a eu à 14 ans, parce que son papa n'était plus là, en fait, il n'était pas là, il était en Afrique. Je l'ai connu après. Mais par contre, j'ai très bien connu sa maman et ses frères. Et j'ai senti qu'il fallait que sa maman elle avait besoin de le voir et lui il avait besoin de la voir. Donc dans les années 14, 15, 16, j'ai permis à sa maman de venir une fois par mois, en prenant pour elle un billet d'avion de Marseille à Paris, en louant une Clio. Et elle venait avec son fils aîné, qui a fait beaucoup pour lui aussi, moralement. Et donc, elle regardait le match de Djibril et on déjeunait ensemble le dimanche midi. Donc, ça nous a un peu rapprochés. Et puis après, sa carrière, elle était pas tout à fait ce qu'elle aurait dû, mais quand même, il a joué à Liverpool, il a gagné la Ligue des Champions en tirant son penalty. Il a eu la jambe 2 fois cassée, dont une fois avec l'équipe de France. Et malgré tout ça, je pense que s'il n'avait pas eu les 2 accidents, il aurait eu peut-être pas une gloire, parce qu'il n'était pas à Paris Saint-Germain, il était à Liverpool, mais il aurait été l'égal de Mbappé. Oui. En termes de vitesse, notamment, c'est... En vitesse, il allait plus vite que Mbappé. Mais techniquement, Mbappé est un peu plus fort. D'accord. Ok. Et par rapport à votre fin de carrière, le fait d'avoir fini sur la victoire en Coupe de France 2005 contre Sedan, est-ce que c'était une fin dont vous rêviez? Ça vous aurait embêté de ne pas finir si positivement? Comment vous l'avez vécu justement? Non, je voulais gagner la Coupe d'Europe. Ouais. Et nous avons été éliminés en quart de finale par le CSKA Moscou. D'une manière que j'ai jugée déloyale, voilà, pour ne pas être attaqué en diffamation. Et j'aurais voulu gagner la Coupe d'Europe, on aurait gagné la Coupe UEFA cette année-là si on ne s'était pas fait voler ici ou là. Oui, en 2004. Mais, bien sûr, alors après j'ai dit, il faut que je gagne j'étais 4e ou 5e en championnat, on a fini 8e parce qu'on a levé le pied. Donc je voulais gagner la Coupe de France, évidemment. D'accord. Alors les circonstances étaient très difficiles parce que Benjani, qui d'ailleurs est en visite à Auxerre en ce moment, devait jouer le lendemain de la Coupe de France au Zimbabwe, c'est pas à côté de Zimbabwe. Donc j'étais obligé de négocier des horaires d'avion avec Air France, c'était pas facile. Et puis Kalou, oui. Oui, Kalou, et lui, il jouait à Tripoli la veille. Donc j'ai envoyé un avion à Tripoli pour me le ramener. Avec le décalage horaire, il est arrivé à 2h du matin. Et je lui avais dit, tu joueras la dernière demi-heure. Tu auras 1 heure dans les jambes, mais la veille, les autres, ils auront 1 heure dans les jambes tout de suite. Tu seras le plus frais du terrain et tu marqueras le but vainqueur. Et il a marqué le but vainqueur à la dernière minute. Ok, donc l'histoire est belle, quoi, pour cette... Oui, ça s'est fait. Mais les dirigeants m'en ont beaucoup voulu parce que je ne les avais pas prévenus. Si je les avais prévenus, évidemment, on n'aurait rien gagné parce que ça aurait été ça l'événement et pas le match. Oui. Oui, donc c'était une volonté de votre part de garder cette fin, entre guillemets, secrète. Secret à l'égard de tout le monde. Même de ma famille. D'accord, ok. Et ils m'ont vraiment maltraité pendant plusieurs années. Par rapport au fait de ne pas l'avoir annoncé Ouais, c'est ça, oui. Ok.
Bon, et pour finir sur une note positive, Auxerre actuellement, voilà, malgré la défaite d'hier, mais fait bonne figure en championnat cette saison. Quel regard vous portez sur l'équipe actuelle et on va dire un petit peu ce renouveau? Le club a grandi encore sur le plan matériel, puisque maintenant il y a un très beau stade, il y a un des plus beaux stades de deuxième division, un stade à l'anglaise, vous avez vu hier avec 13 000 personnes, Oui. 14 000 personnes dedans. Tout le monde ne fait pas 14 000 personnes dans une ville de 37 000 habitants en deuxième division, en étant le troisième. Hein. Bon, l'amour du foot est resté. Le club, après diverses vicissitudes, est demeuré. Il est bien soutenu par un Chinois, M. Zhou, qui est un homme très bien. Vous savez, il y a des gens très bien de toutes les couleurs sur Terre et de tous les pays, de tous les endroits du globe. Et lui, c'est un homme très bien. Et donc, nous avons un club de bonne valeur. Nous avons un centre de formation magnifique qui va de nouveau donner des joueurs. Et on a 28 équipes dans le club. Vous voyez, les enfants, ça commence à 6 ans. Nous avons maintenant une section féminine très vivante qui est en passe de monter en deuxième division. Bon, tout ça, c'est bien, quoi. Alors, je suis un membre discret. Je suis un membre discret. Je m'occupe des enfants de la catégorie jeune. Et puis, je vais au match de professionnel en me cachant pour pouvoir le regarder tranquillement. D'accord. Donc la montée en Ligue 1, là, pour finir, vous y croyez pour cette saison? C'est possible. On a 20% de chance. D'accord, ok. Pas tout à fait. Toulouse a 50% de chance. Et les 50 autres pourcents doivent être divisés en 3. Voilà, et on est un tiers. Voilà. Ouais. On est un sixième, voilà. Ok. Bon, on espère en tout cas. Merci. En tout cas, merci beaucoup Guy d'avoir pris le On temps. travaille de toutes les manières. Oui, on s'adapte. Je suis un peu de vous avoir raté, donc je suis content. Non, moi aussi. Merci beaucoup, vraiment. Voilà, au revoir monsieur. Au revoir. Au revoir.